Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Eh bien, commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 8 avril 2024, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a affirmé que l'État poursuivait ses efforts pour que l'Égypte soit à l'avant-garde des nations. Il a également réitéré que sans le soutien fort du peuple égyptien, l'État n'aurait plus été à même de relever les grands défis. Le chef de l'État a tenu ses propos lors de son intervention au cours d'un banquet d'iftar de la famille égyptienne regroupant toutes les composantes de la société. Il s'agit d'une habitude à laquelle tient son Excellence le président el-Sisi chaque année au mois de Ramadan, compte tenu de son attachement à être toujours en contact direct avec tous les citoyens. Un commentaire de Dalia Karam. L'ancienne nation égyptienne est celle qui a initié l'histoire, créé la civilisation et été un symbole de pouvoir. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi dans un discours prononcé lors d'un banquet de l'iftar de la famille égyptienne. Il a ajouté que la nation égyptienne a payé un lourd tribut et a consenti de précieux sacrifices, soulignant qu'il ne faut pas prêter attention à ceux qui cherchent à déformer les faits. Le président a décrit le peuple égyptien comme un héros de lutte permanent pour surmonter les difficultés et les défis. Il a salué les femmes égyptiennes qui ont sacrifié les membres bien-aimés de leur famille comme martyrs pour que l'Égypte réjouisse de la sécurité. Le président Assisi a également rendu hommage aux forces de l'armée et de la police qui se sont consacrées à la protection de la sécurité et de la sûreté de l'Égypte. Il s'est engagé à continuer de lutter pour la dignité et la gloire de l'Égypte en offrant une vie décente à son peuple et en préservant sa sécurité nationale, son indépendance, son leadership et son rôle international. Le président a affirmé la poursuite de la mise en œuvre de mesures de réforme économique en se concentrant sur la localisation industrielle, l'expansion des terres agricoles, l'augmentation des investissements directs étrangers, le soutien au secteur privé et la fourniture des mesures de protection sociale nécessaires aux groupes les plus vulnérables. Le président s'est également engagé à soutenir l'état d'ouverture et de réforme politique qui a débuté avec son appel au dialogue national en avril 2022. Il a ajouté qu'il avait reçu du coordinateur général du dialogue national 90 recommandations et propositions résultant du dialogue national lancé en avril 2022. Le président a souligné l'importance de poursuivre le dialogue et de s'attaquer aux problèmes qui ont un impact sur la vie du peuple égyptien, en particulier les problèmes économiques. Le président a souligné la nécessité d'impliquer tous les secteurs de la société dans le dialogue national afin de parvenir à un consensus sur bon nombre de crises auxquelles les pays est confronté. Il a rappelé le rôle important joué par les femmes égyptiennes lorsque l'Égypte était en proie au terrorisme, car les femmes soutenaient l'État et sacrifiaient leurs fils et leurs maris pour préserver la sécurité nationale. Le président a réitéré que sans le soutien du peuple, l'Égypte n'aurait pas pu surmonter ces défis. Il n'y a pas de leader fort sans un peuple confiant. Si le peuple abandonne son leader, il n'est pas nécessaire qu'il reste au pouvoir, a martelé le président Sisi. Il a ordonné au gouvernement et aux institutions de l'État de soutenir les résultats du dialogue national. Le président a également souligné l'importance de soutenir les jeunes et d'autonomiser les femmes à tous les niveaux politiques, économiques et sociaux. Le président a noté que l'État et le peuple assument la responsabilité de reconstruire l'identité égyptienne dans les années à venir, soulignant l'importance et la volonté de l'État de fournir une bonne éducation et des soins de santé inclusifs. Le président a noté que l'État égyptien continuerait à adopter la politique de l'équilibre stratégique concernant les questions internationales et régionales. Cette politique prend en compte la sécurité nationale égyptienne, les efforts visant à parvenir à une paix globale et le respect de la volonté du peuple. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé travailler à ce que l'État soit à l'avant-garde des nations, réitérant cet engagement au début de son mandat présidentiel après une victoire électorale dont le monde a été témoin de sa transparence. Et j'ai avec moi actuellement en ligne Madame Farida Choubechi, journaliste, qui va nous jeter la lumière sur le discours du président Abdel Fattah el-Sisi lors de
l'iftar de la famille égyptienne. Bonjour Madame Farida Choubechi, bienvenue. Bonjour à vous et à tous les téléspectateurs. Bonjour, très joyeuse fête. Ouais. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que malgré la gravité des défis auxquels le pays a été confronté au cours des dernières décennies, alors la volonté des Égyptiens s'est élevée au-dessus de tout et ils ont réussi à réaliser la démocratie en Égypte basée sur les sciences, le travail et bien sûr en luttant pour la paix et la construction. Tout d'abord, veuillez nous parler de la volonté des citoyens égyptiens en ce qui concerne ce sujet. Vous savez, il y a un fait qui est reconnu par le monde entier, c'est que ce président a été élu par la majorité écrasante des Égyptiens. Oui. Donc, s'il y a presque 90% du peuple égyptien qui lui fait confiance, il est digne de cette confiance-là, il la mérite, et chaque jour, il réalise des faits qui sont dans l'intérêt de l'Égypte. Vous voyez maintenant, et quand il dit qu'il veut que l'Égypte soit l'avant-garde des nations, ça c'est pas... Nous avons vécu une période sinistre où l'obscurité mettait l'Égypte à part de l'humanité entière et de l'univers. Maintenant, l'Égypte est dans tous les projets et toutes les résolutions. L'attitude de l'Égypte et son point de vue sont respectés et sont discutés. Alors là, le président parle avec beaucoup de confiance et beaucoup d'assurance comme quoi il sait très bien que son peuple l'appuie pleinement. Et ça, c'est un atout qu'on ne peut pas négliger. Et c'est pour ça que quand il dit quelque chose, il est sincère, il est franc. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'il dit pour juste la situation ou un truc passager. Non, quand il le dit, il l'entend. C'est quelque chose que tout le monde doit prendre avec certitude et avec confiance. Oui, oui, oui. Permettez-moi, même au début de son mandat, le président... Non, je ne vous entends pas du tout. Oui, oui. Je ne vous entends pas. Du tout? Comme ça, vous m'entendez bien? Oui, Madame Farida Choubechi? Madame Farida Choubechi? La voix n'arrive pas jusqu'à chez moi. Oui, alors il y a une erreur technique et on va vous recontacter tout de suite. Oui, oui. Mesdames et messieurs, une très petite pause et on se retrouve tout de suite. Retournons à Madame Farida Choubechi, journaliste, et nous étions en train de parler du discours du président Abdel Fattah el-Sisi lors de son iftar avec la famille égyptienne. Madame Farida Choubechi, est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Oui, je vous entends, mais pas bien, mais ça va. Je vais essayer de hausser la voix un peu. Alors, lors de son discours, le président Abdel Fattah el-Sisi a parlé des sacrifices que la nation égyptienne a présentés pour parvenir au succès de l'État. Veuillez nous parler également, pas seulement des sacrifices qui ont été présentés, mais également des efforts déployés par l'État pour alléger
pour alléger le fardeau du citoyen égyptien? Évidemment, et tout le monde voit, nous aussi nous voyons que le président s'intéresse les couches les plus vulnérables de l'Égypte. Oui. Et il y a l'État qui les appuie, qui les soutient, qui les aide pour affronter la situation difficile. Regardez, il faut expliquer aussi à tous les téléspectateurs que ce n'est pas seulement l'Égypte, mais l'Égypte endure le fardeau le plus lourd, peut-être parce que nous avons aussi des conflits armés autour de nous. Nous avons la situation enflammée à Gaza, dans la mer Rouge aussi, et il y a aussi la guerre ukraino-russe qui nous influence parce que nous avions toujours pris la plus grande partie de notre consommation en blé de la Russie et de l'Ukraine. Et là, maintenant, le sacrifice des Égyptiens est devenu une page brillante dans notre histoire, parce qu'il y a tout le peuple qui appuie le président. Ils savent très bien que c'est un président qui travaille pour nous, pour l'Égypte et pour l'humanité entière. Parce que quand on regarde dans les contacts du président, il est en train d'essayer de convaincre le monde entier de la justice de la cause palestinienne et de la gravité des agressions israéliennes. Et aussi, il est en train, en même temps, ça ne l'a pas empêché de construire en Égypte, de continuer pour la localisation de l'industrie, pour l'expansion du terrain agricole. Il y a tout ce qui est bien pour le peuple égyptien. Il est en train d'être exécuté par tous les moyens. Comment évaluez-vous la situation économique actuellement avec la localisation, on peut dire la localisation des produits égyptiens et du marché égyptien également? Évidemment, et nous voyons maintenant que même le dollar qui a atteint des sommets incroyables et jamais vus, maintenant il commence à se rétracter et la monnaie égyptienne commence à avoir son influence considérable et importante. Et ça, c'est très bien parce que nous sommes en train maintenant de franchir une phase de l'histoire très, très difficile, plus que difficile, insurmontable. Et malgré ça, notre président, avec sa façon d'agir et son plan politique pour le monde entier et pour l'Égypte en premier lieu, parce que c'est un président patriotique et qui aime son pays et qui a sacrifié sa vie pour l'Égypte. Parce que vous savez que, je ne sais pas quand est-ce qu'il dort, ce président. Il est tout le temps en train de visiter, d'encourager, de voir, de veiller, parce qu'il faut suivre aussi quand il dit quelque chose. Il est en train de suivre si ça a bien été réalisé. Oui. Et là, il ne laisse pas une couche égyptienne sans intérêt. Tout le peuple égyptien, avec ses différentes classes, est sous ses yeux et sous sa vue et son intérêt aussi. Oui. Et ça, c'est très important pour nous. Et ça nous aide aussi, c'est-à-dire les Égyptiens sont aidés par le président de continuer le sacrifice et de continuer la résistance. Et notre président est aussi conscient de la résistance des Égyptiens et c'est-à-dire sa conviction que c'est lui le leader de l'époque et de ce temps-là. Ça l'encourage aussi et ça le renforce. Oui. Et ça, c'est très bien. Je m'excuse, Madame Farida Choubechi. Confiance
réciproque entre le président et le peuple égyptien. Je m'excuse, Madame Farida Choubechi, parce que c'est l'appel à la prière. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Madame Farida Choubechi, journaliste, et c'est l'appel à la prière. Alors, ce n'est pas encore l'appel à la prière. Et enchaînant avec Darfour, où les Nations Unies ont déclaré vendredi qu'elles avaient commencé à distribuer de la nourriture dans la province soudanaise du Darfour, où environ un tiers de la population, soit 18 millions de personnes, souffrent de faim aiguë, selon les agences d'aide de l'ONU. Un commentaire de Dalia Karam. Les Nations Unies ont déclaré vendredi qu'elles avaient commencé à distribuer de la nourriture dans la province soudanaise du Darfour, ravagée par la guerre pour la première fois depuis des mois, après 2 opérations transfrontalières réussies. Mais la population est toujours confrontée à une famine généralisée, à moins que davantage d'aide n'arrive. Le Programme alimentaire mondial de l'ONU a indiqué que 2 convois d'aide ont franchi la frontière du Tchad à la fin du mois de mars, mais qu'ils n'avaient pas été en mesure de planifier de nouvelles livraisons. S'exprimant en mars, Pierre Honorat, directeur du PAM au Tchad, a déclaré que l'opération transfrontalière était critique. Les couloirs humanitaires sont indispensables. Il a ajouté que de nombreuses personnes souffrent Darfour aujourd'hui et qu'il ne voulait pas que davantage de personnes viennent au Tchad et qu'il devait donc vraiment les aider là où elles se trouvaient aujourd'hui. La guerre d'un an entre les forces militaires et paramilitaires au Soudan est à l'origine de l'une des pires crises de la faim au monde. Environ un tiers de la population, soit 18 millions de personnes, souffrent de faim aiguë, selon les agences d'aide de l'ONU. Dans la province du Darfour, où certains des pires combats sont en cours, la situation est particulièrement grave. L'ONU a averti en mars que quelques 222 000 enfants pourraient mourir de malnutrition dans les mois à venir, à moins que les besoins d'aide ne soient couverts d'urgence. L'appel de l'ONU pour 2,7 milliards de dollars pour le Soudan a été financé à moins de 5% le mois dernier. Les combats ont été particulièrement violents au Darfour. La Cour pénale internationale a déclaré que les 2 parties commettent des crimes de guerre. La guerre du Soudan se répand également dans les pays voisins. Plus d'un demi-million de nouveaux réfugiés du Soudan sont arrivés au Tchad, portant la population totale de réfugiés à 1,1 million, a déclaré l'ONU en mars. Les arrivées ont mis à rude épreuve les ressources de la population réfugiée. Un porte-parole de l'ONU a déclaré vendredi que l'aide aux réfugiés au Tchad devrait bientôt s'épuiser. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Mais avant de vous quitter, je vous propose la mosquée Sedet Quraish dans le gouvernorat de Shar'iyya, qui est, on peut dire, la première mosquée à être bâtue en Égypte. Cette mosquée fut construite par le champion Amr ibn al-As en 640 dans la ville de Bilbis et porte le nom de Sedet Quraish, où les leaders de la tribu de Quraish, qui était la tribu du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Shams Sinemi nous donne plus de détails sur cette mosquée. Le compagnon Amr ibn al-As a construit la mosquée lors de la conquête islamique de l'Égypte en l'an 18 de l'Hégire. Lorsque le calife abbasside al-Ma'moun s'est rendu en Égypte pour établir l'ordre à la suite des soulèvements bachmouriens contre le dirigeant abbasside Isa ibn al-Mansour, il est resté 40 jours. La mosquée a été restaurée sur ordre du calife al-Ma'moun, c'est pourquoi elle a été brièvement appelée mosquée al-Ma'moun. La mosquée Sedet Quraish, ou les chefs de Quraish, a été créée et répertoriée comme l'une des antiquités islamiques en 1951.
Par crainte d'un effondrement dans les années 1970, la partie supérieure du minaret a été supprimée. La superficie carrée de la mosquée est d'environ 3000 mètres carrés et elle comporte 18 colonnes de marbre disposées sur 3 rangées et divisées en 4 arcs parallèles au mur de la Qibla. Les couronnes des colonnes ont des formes variées, indiquant qu'elles ont été inspirées par divers temples romains et égyptiens antiques. La mosquée a été rénovée à l'époque ottomane par l'émir d'Égypte Al-Kashif qui a érigé le minaret. En reconnaissance aux compagnons musulmans du prophète Mohammed, paix et bénédiction sont sur lui, et qui étaient morts dans la bataille contre les Romains à Belbès, où environ 120 d'eux combattaient, 20 à 40 d'entre eux furent martyrisés et enterrés à l'intérieur ou à proximité de la mosquée. On lui donna le nom de Sadat Quraysh ou les seigneurs de la tribu de Quraysh. Les historiens arabes et orientalistes s'accordent unanimement sur le fait que l'armée islamique dirigée par Amr ibn al-As a combattu l'armée romaine à Belbès et que le cercle s'est retourné contre les Romains et que leurs armées ont été vaincues. Selon Ibn al-Hakam, les Arabes sont restés pendant un mois à Belbès. Au cours de cette période, de nombreux meurtres ont eu lieu et nombre d'importants dirigeants Quraysh et arabes ont été tués. On dit que les Romains ont perdu 1 millier de morts et 3000 prisonniers. At-Tabari et Ibn al-Athir ajoutent à cela, disant que les tribus arabes qui s'est installées à Belbès et n'a pas suivi la marche de l'armée islamique vers la forteresse de Babylone, résidait à l'endroit où les dirigeants de Quraysh et des Arabes ont été martyrisés, était une mosquée et elle s'appelait la mosquée de Sadat Quraysh. Il s'agit probablement de la première mosquée construite pour commémorer l'armée musulmane qui a été témoin de la conquête de l'Égypte et qu'elle a été construite d'une manière simple et primitive.